Hello les Itata, merci d'être au rendez-vous de C'est a fait nous. Si je vous parle de neurosciences, de coaching intuitif, de ressenti vibratoire, de trauma sexuel, et que je vous promets de retrouver votre confiance en vous, de guérir votre enfant intérieur, de rendre conscient votre inconscient, vous allez me demander si j'ai changé de métier, comme ce n'est pas encore le cas. J'ai invité quelqu'un qui, lui, est un expert en la matière. Bonsoir, Roméo Cournal. Bonsoir, monsieur Cournal, bonsoir à tous. Ce sont des mots que vous connaissez bien. Oui, c'est mon quotidien, oui, en tout cas. Alors, bienvenue sur Zitata. Vous êtes docteur en neurosciences? Alors, faut pas dire docteur par rapport comme j'ai envie de dire, au diplôme. Oui. Parce qu'en France, les choses sont très normées, Oui. j'ai envie de dire. Je préfère dire enseignant, parce que même professeur, je ne peux pas dire, parce qu'un professeur, au niveau universitaire, c'est quand même quelque chose, donc je dis simplement formateur en neurosciences appliquées. Formateur en neurosciences appliquées, coach intuitif? Oui. Coach formateur, vous en avez parlé aussi, bien entendu conférencier. Oui. On va le voir tout au long de cette émission, mais on est très loin de celui qui vendait des voitures quand il avait 20 ans. Ah oui, on en est effectivement très très loin. Je ne pensais pas, d'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière dans les voitures, je ne pensais vraiment pas que j'aurais terminé déjà dans les neurosciences, très clairement. Alors on va voir comment vous en êtes arrivé là. Oui. Je crois que c'est pas une mauvaise chose pour vous, mais on va commencer par votre histoire familiale. C'est qui Mounouye? Alors, vous avez l'habitude d'être très direct et de situer les choses avec des mots très courts. Alors, si je vous disais en 3 mots de présenter Roméo Cournal. Hans Darley, alors ça fait déjà 2 mots. Oui. Hans Darley, Martinique, neurosciences. Très bien. Hans Darley, on va tout de suite découvrir cette photo. Oui. J'ai cherché longtemps Font-Fleury. Une photo de Font-Fleury. J'ai trouvé cette vidéo. Alors, c'est une capture d'écran d'une vidéo de Lorenzo V sur YouTube, si ça vous intéresse. C'est une très jolie vidéo qui a été faite sur Font-Fleury, qui en fait, d'ailleurs, c'est indiqué diamant sur la vidéo, mais c'est entre les Ans-d'Arlay et le diamant, mais plus particulièrement aux Ans-d'Arlay. Absolument, parce qu'en fait, le quartier Font-Fleury est une enclave dans le diamant, et les terres qu'on voit, en fait, sont des terrains d'un cousin de ma mère. Le regretté Gilles Désert. Donc c'est effectivement dans ces mornes-là, en fait, que j'ai grandi, que j'ai fait mes premières armes, que je me suis blessé, que je suis tombé, que je courais après les cabris. C'est tout à fait là, oui. Les Anses d'Arlay, et particulièrement le quartier Font-Fleury. Je crois que c'est une très très belle photo pour illustrer la magie en fait de ce quartier. Ouais. Vous y avez vécu combien de temps aux Anses d'Arlay? En réalité, toute notre enfance, on passait entre la ville et la campagne parce que les conditions faisant, on travaillait quand il s'agissait d'aller travailler, donc on était à la ville, mais à chaque vacances on était à Font-Fleury. Oui. Et vous avez gardé des attaches au point aujourd'hui d'être sponsor de... Ah, très très fort, du RCA, oui. RCA bien sûr, qui vivra verra, RCA vaincra, parce que on a quand on dit Anses d'Arlay, on dit volley, oui. Et on a grandi avec la ferveur de ces matchs, avec la ferveur du fameux derby arlésien, le rayon de Petitance contre le Racing Club arlésien, et pour moi c'est très fort, et je suis très très fier aujourd'hui d'être sponsor du RCA. Oui. Donc sponsor avec le nom de votre société, Marronnage? Oui, absolument, Marronnage Concept, effectivement. Et c'est pour moi, c'est presque rendre en fait pour moi à ce territoire ce qu'il m'a apporté en fait. On va retrouver maintenant vos parents. Oui. Qu'on va retrouver en photo. Oh. Ça fait toujours quelque chose de voir effectivement de voir ces photos. Ma mère effectivement très belle femme et mon père pédagogue à qui je pense que je dois la fibre. Et je crois qu'effectivement, je crois qu'on doit tout de toute façon à nos parents. Et j'ai la chance de dire que j'ai eu les meilleurs parents du monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même avec le prisme des neurosciences, j'insiste beaucoup pour que les personnes que j'accompagne et les professionnels que je forme en arrivent en fait à accompagner leurs clients vers cette réalité qu'on a les meilleurs parents du monde en vrai. Et ça, c'est extrêmement important parce que notre histoire fait notre réalité, ce qu'on se dit, notre personnalité fait notre réalité. Et effectivement, voilà, j'ai la chance d'avoir ces parents-là. J'aime beaucoup le
le mix des couleurs, si vous voyez bien. Oui. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ma mère est descendante de marchands d'esclaves, figurez-vous. Ah oui. Oui, puisque elle vient d'une famille, son nom de jeune fille c'est No, et donc No c'est très breton. Les Bretons vous diront qu'ils sont encore les meilleurs marins du monde, hein. Mais donc c'était les marins qui assuraient, donc qui armaient les bateaux négriers. Et mon père est descendant direct d'esclaves. J'ai retrouvé d'ailleurs le premier. À l'époque, ils avaient des numéros. Et je crois que c'était l'esclave numéro 971. Ah oui. 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 Parce que je ne sais plus quel est ce Martiniquais d'ailleurs qui a fait le un code site. postal au Guadeloupe, mais ça n'a rien à voir. Non, effectivement. J'avais même pas fait c'est vous qui me faites faire le rapprochement. Mais effectivement, l'esclave 971 qui a donné effectivement après Cournal parce qu'ils étaient affectés à la fameuse cour, les fameux Lacous. Et la cour donc de Monsieur Nal, d'où Cournal. Et c'est pour ça que je m'appelle Cournal. Alors, on va retrouver justement le petit Roméo. Alors, on n'a pas de photo de vous bébé. En général, les Itata adorent voir les photos bébés, mais là, en l'occurrence, on n'en a pas trouvé. Là, c'est la maternelle, je crois. Ça, c'est la maternelle Charles Nicolas. Vous étiez grand déjà pour la maternelle. Oui, en fait, j'ai toujours dépassé tout le monde d'une tête. Je suis le grand machin long, grand bail long là, comme disait l'humoriste. Et effectivement, j'ai toujours dépassé tout le monde d'une tête. Et c'est marrant, ça. Au Terre Saint-Ville, la maternelle Charles Nicolas. Et en fait, à côté de moi, c'est mon neveu, figurez-vous. C'est mon neveu Samuel, voilà, merci. C'est mon neveu Samuel. Et en fait, on a le même âge. Ouais. On a le même âge. J'ai même des neveux plus âgés que moi, du coup. Alors, vous avez commencé à parler des Terres Saint-Ville. On va les retrouver en photo tout à l'heure. On reparlera des Terres Saint-Ville. Mais quels souvenirs vous gardez de cette période? Alors là, on retrouve magnifique. L'écolier. Oui, l'écolier un peu écolier sage, écolier modèle. Parce que... Un peu charmeur déjà, dans le regard. Hein. Il paraît. Parce que, en fait, issu d'une famille d'enseignants, mon père enseignant, je pense que beaucoup de gens qui regarderont cette émission reconnaîtront mon père, parce que mon père a enseigné pendant 40 ou 45 ans de sa vie, je ne sais même plus exactement. Et donc forcément, je suis issu d'une famille de pédagogues. J'ai grandi avec des discussion entre ma grande sœur Josette et mon père autour de la psychologie de l'enfant, l'abnégation, la pédagogie, les programmes d'instruction. Donc ça a été ça en fait mon ambiance. Avec les exigences qui vont bien aussi bien évidemment. Pour les résultats. Bien évidemment. Le deal était très clair. Hein. Tu vas à l'école, tu nous ramènes les meilleures notes, le reste on gère. Oui. Et voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait juste derrière moi, on aperçoit un copain. Stéphane Landau que j'ai retrouvé, oui, celui qui sourit, que j'ai retrouvé l'année dernière aux Émirats. En fait, qui habite aux Émirats lui aussi. Oui, parce que vous vivez à Dubaï, on en reparlera tout à l'heure. Alors, vous avez parlé des Terres Saint-Ville. On va retrouver là l'église Saint-Antoine-de-Padoue, qui est l'église des Terres Saint-Ville. Vous n'habitez pas très loin, d'après ce que j'ai compris. J'habitais mes 2 rues à côté, j'habitais la rue Blanqui. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai été servant de messe, effectivement, pendant quelques années dans cette paroisse. Donc, c'est effectivement c'est comme un genre, quand on dit le clocher au milieu du village, au Terre Saint-Ville, on sait ce que ça veut dire. L'église au milieu du village. Oui. Et vous avez donc quitté les Anses d'Arlé relativement tôt, finalement. Ben, en fait, on a... J'aime pas dire que j'ai quitté les Anses d'Arlé, en vrai, parce que je sais pas si on quitte jamais des lieux comme ça, mais c'est vrai que, oui, je pense que à l'âge de 20 ans, d'ailleurs, on a quitté Fort-de-France à ce moment-là, et on a pris un peu de distance, effectivement, avec les Anses d'Arlé, oui. Et les Terres Saint-Ville, quels souvenirs vous en gardez? Donc, toute votre scolarité primaire aux Terres Saint-Ville? Oui. Alors, en fait, oui, puisque donc, la maternelle Charles Nicolas, qui était d'ailleurs une partie de la salle paroissiale des Terres Saint-Ville, et puis l'école, donc la maîtrise, à côté de la mairie. Et puis après le collège Renan, qui n'est plus là, et puis le séminaire collège, le pensionnat Saint-Joseph de Cluny. Enfin voilà, c'était toujours tout près. Et donc du coup, on allait à l'école toujours à pied. Et ça m'a donné des qualités de marcheur assez intéressantes. Quel souvenir vous gardez de votre adolescence? Je garde le souvenir de quelqu'un qui cherche, et qui rêve beaucoup. Et qui se projette beaucoup. Mes parents étant
très, très, très à cheval forcément sur l'éducation et assez strict là-dessus. J'ai passé beaucoup de temps, pour vous donner une idée, globalement, j'ai l'impression que je ne sortais que pour aller à l'école, pour aller à la messe, pour aller faire des courses. Ouais. Et donc sinon, et comme j'étais très, très rapide à faire mes devoirs, bah, du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup écouté de musique. Oui. J'ai j'ai développé effectivement une culture musicale dont je ne me suis pas rendu compte. Et vous avez conservé d'ailleurs une admiration particulière pour ce monsieur qu'on va découvrir, Paul Calonne. Oui, mon Dieu. C'est toujours très émouvant. Violoniste, pianiste et organiste. Ouais. En fait, la distinction est de taille. Et qui a formé énormément de jeunes martiniquais au violon, y compris parmi, par exemple, les musiciens des Malavoie. Absolument. Sohim, Césaire, Denegri, etc. Alors, forcément, moi, j'étais parmi ces derniers élèves. Et les musiciens de Malavoie étaient certainement parmi les tout premiers. Mais c'est vrai que c'est toujours émouvant de voir une photo de lui, parce que déjà, il y en a très peu. J'avoue que je n'avais jamais vu en fait cette Et il a eu un hommage lui a été rendu il y a à peu près 1 an et demi, ça devait être en juin 2023. Oui, j'ai vu ça effectivement sur les réseaux. Et effectivement, alors Monsieur Calonne, c'est une institution à lui tout seul. Je pense que tous ses élèves pourront en témoigner. C'est un personnage. En plus, c'est une pédagogie qui lui est propre. Et très clairement, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à prendre des cours de violon avec quelqu'un d'autre que lui. Vraiment. Et il m'a fait beaucoup découvrir la valse créole, la biguine, et jouer effectivement au violon et au piano la biguine, la valse, la mazurka, c'est autre chose que de jouer du classique qu'on devait jouer aussi. Vous jouez encore aujourd'hui Très peu. J'ai un rapport tellement justement émotionnel en fait au violon que j'ai pratiquement arrêté après le décès de M. Calonne. Et je crois que la dernière fois que j'ai posé une ligne de violon, c'était pour un ami qui enregistrait un album. C'était en 2010. Et depuis, j'ai plus jamais retouché un violon. Avant de passer à votre parcours professionnel, à votre itinéraire professionnel, de quoi rêvait le jeune Roméo à 18 ans? De voyage. Il rêvait de voyage. Je ne voyais que ça. Je crois que le fait d'avoir été très sédentaire, mine de rien, pendant mon enfance, a développé chez moi une envie de bouger. Ouais. Et je crois que je ne serais pas devenu digital nomade si je n'avais pas eu cette adolescence un peu sédentaire. On va voir comment vous êtes devenu digital nomade, comme vous dites. C'est la rubrique matinique. Alors, il y aura un peu de Martinique au début de ce parcours. On va commencer d'abord par vos études. Vous êtes passé par l'Université des Antilles-Guyane à l'époque. C'était encore l'Université des Antilles-Guyane. On va retrouver la photo qui arrive. Pour faire quoi comme études? Pour faire des sciences économiques. Parce qu'au départ, j'étais vraiment déjà très passionné par déjà le marketing et le commerce, mais il se trouve que voilà, j'ai 8 frères et sœurs, donc j'arrive en dernier. C'était une famille très nombreuse. Une grande fratrie. Et l'idée, c'est que pour des raisons purement économiques, les écoles de commerce, style l'EIM à l'époque, j'arrive en dernier, donc le budget est un peu plus serré, donc j'ai atterri effectivement sur le campus où j'ai étudié l'économie. Jusqu'où vous êtes allé? Jusqu'au DUG. Parce que justement, ça a été simplement le temps pour moi de financer mes études. Puisqu'après le campus, j'ai financé mes études, mais je garde aussi du campus mon intérêt pour le milieu de la musique. Puisque j'ai été animateur sur Campus FM. Ouais. J'ai commencé la radio avec des personnes qui aujourd'hui sont des animateurs professionnels en radio et en télé. Et puis vous avez aussi commencé votre vie professionnelle par ce centre auto. Absolument, absolument. J'ai commencé effectivement à vendre des voitures, mais c'était déjà en fait cette envie de bouger, en vrai. Je me suis fait un calcul assez simple. J'avais 20 ans, enfin j'ai fêté mes 20 ans
dans une concession. Et je me suis dit, voilà, je suis vendeur de voitures, j'adore ça, j'aurai une voiture de fonction, donc je vais pouvoir driver avec les copains. Et effectivement, j'ai commencé au centre auto. Alors c'est marrant, je m'appelle Roméo, et en fait j'ai été recruté quand cette concession a pris la carte Alfa Romeo. Et donc du coup j'étais le vendeur Alfa Romeo qui s'appelle Roméo. Ensuite il y a eu le CCIE, Toyota. Oui, absolument. C'est certainement l'apogée, parce que je me suis retrouvé dans une équipe où on nous laissait une certaine liberté sur le marketing, sur les actions de communication. On passait des week-ends entiers, on appelait les copains, on avait les t-shirts de la concession, et en fait on allait vendre des voitures sur la plage. On allait vendre également des voitures en boîte de nuit, puisqu'on avait un partenariat avec une boîte qui à l'époque s'appelait le Manico Night. Ah oui, tout à fait. Ah, on s'en souvient. Souvenir, oui, absolument. et donc, ça devait être à Rivière-Roche, quelque chose comme ça. C'est à Rivière-Roche, oui. Ouais. Et donc, oui, excellent souvenir. Et puis aussi le rapport humain, en fait, parce que l'entretien de vente a été en fait mon laboratoire finalement d'observation de l'humain. Et vous avez continué à conseiller et à échanger, puisque vous avez travaillé aussi à la NPE, juste avant que la NPE ne devienne Pôle emploi. Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce logo. La NPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Alors, en fait, figurez-vous que ça, c'est mon côté nègre-marron. Je suis devenu conseiller à l'emploi pour ne pas devenir enseignant. Parce que je me suis dit, attends, mon père est enseignant, ma sœur, mes frères, les tantes, les oncles, enfin tout le monde est enseignant, c'est un virus dans la famille. Et je voyais le fait de devenir enseignant comme le fait d'entrer dans un moule. Et entrer dans un moule, j'aime pas trop. Et je me suis inscrit au concours sans même savoir ce qu'était un conseiller à l'emploi. Et j'ai réussi ce concours à la main. C'était assez marrant parce que j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais étudié en fait en doc de Sciences Éco, c'était comme un examen de Sciences Éco. Donc du coup, j'ai réussi ça. C'est à ce moment-là que vous êtes parti dans l'Hexagone ? Alors, j'ai d'abord travaillé à l'agence de Trinité, puis à l'agence de Saint-Pierre, sous la direction de quelqu'un à qui je veux vraiment rendre hommage, qui est Marc Mavouzi, le défunt Marc Mavouzi, à qui je dois beaucoup en termes de management. Excellent manager. Et puis, effectivement, après Saint-Pierre, je suis parti dans l'Hexagone, au Pôle emploi, dans le réseau spécialisé spectacle. Ouais. Vous étiez dans la région parisienne à ce moment-là ? Dans la région parisienne, au niveau du Stade de France. Ouais. Et puis il y a eu cette transition. On va retrouver quelqu'un que vous connaissez. Oui. Vous avez intégré l'Institut des neurosciences appliquées. Oui, dirigé par... Pourquoi ce choix Alors, parce que déjà, j'ai découvert, déjà au Pôle emploi, j'ai passé des formations en interne, et en fait, je suis vraiment devenu formateur au Pôle emploi. Ouais. Et l'idée, c'est que j'ai découvert en fait les neurosciences à travers des formations complémentaires que j'ai faites d'ailleurs, dont certaines que j'ai faites en Martinique. Je parle par exemple des thérapies brèves avec Nicolas-André Fratacci. Et à un moment, je me suis dit, bon, le Pôle emploi, c'est bien beau, mais je pense que cette fibre de l'écoute, cette fibre de l'accompagnement, ce serait assez intéressant de me professionnaliser, et c'est là que j'ai rencontré David. David Lefrançois, donc c'est lui qui a créé l'INA à ce moment-là. Absolument, qui existe encore à Paris et maintenant aussi au Canada. Et donc et puis j'ai rencontré aussi des personnes qui aujourd'hui sont des collègues, sont des amis, sont des partenaires professionnels. Et ça a été mon pied à l'étrier, en fait, dans la professionnalisation autour des neurosciences. Donc vous êtes devenu coach. Oui. On va voir comment vous-même vous définissez en fait ce qu'est un coach intuitif. On va regarder. Un coach formateur en neurosciences accompagne les personnes d'un point A à un point B en mettant au centre de l'accompagnement les fonctionnements du corps, de la biologie du système nerveux et du cerveau. Les personnes qui peuvent faire appel à moi sont essentiellement les professionnels de l'accompagnement, de la santé et du bien-être, mais également les particuliers qui souhaitent justement sortir des empreintes traumatiques laissées par des traumas passés, quelle que soit leur origine. Le premier mot, c'est émotion.
Pourquoi? Parce que nous vivons des expériences et au cœur de notre vie, il y a nos émotions. La qualité de notre vie est le reflet de la qualité de nos émotions. Le deuxième mot est conscience, parce qu'il s'agit de rendre conscient l'inconscient, parce que si nous ne rendons pas conscient l'inconscient, il dirigera notre vie et nous appellerons ça le destin. Le troisième mot, c'est antifragilité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de grandir dans l'épreuve, grandir à partir de l'épreuve, ne pas se servir de ce qui nous est arrivé pour souffrir, mais se servir de ce qui nous est arrivé pour grandir. Voilà, donc il y a une partie du coach intuitif, mais c'est surtout là le coach formateur en neurosciences qui s'exprimait et qui se présentait. Oui, complètement, complètement. C'est vrai que accompagner les personnes, je crois que c'est la fibre, les gènes justement qui m'ont rattrapé, puisque venant d'une famille de pédagogues, je pense que j'ai pas pu échapper, et je me retrouve aujourd'hui formateur. Ça a été évident pour moi, parce que je me rends compte également que lorsqu'on est un professionnel de l'accompagnement, en vrai, on a énormément besoin d'être soi-même accompagné. C'est absolument fondamental. Les neurosciences, c'est autour du cerveau. Le cerveau et le système nerveux. Tout à fait. Si vous deviez définir précisément ce que sont les neurosciences. L'ensemble des sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau ou du système nerveux. Mais en fait, je parle des neurosciences, mais je parle aussi de la neuroscience. La neuroscience, c'est une science plus ancienne, fin 19e siècle. C'est la science qui étudie le rapport entre l'esprit et le cerveau. J'adore en fait cette définition parce que cette définition fait entrer un concept qui, lui, n'est pas scientifique. L'esprit, c'est pas un concept scientifique parce que c'est pas démontrable, c'est pas prouvable et ce n'est pas mesurable. Mais la neuroscience n'en a que faire parce que la neuroscience stipule, en tout cas Jules-Henri Poincaré, stipule que la vie est de l'ordre du tout, la science est de l'ordre de la partie, donc il est vain de tenter de faire entrer le tout dans la partie. Donc la vie ne peut pas entrer dans la science est trop petite. Alors on va le voir, vous abordez dans le cadre de votre activité des sujets extrêmement variés. On va regarder une vidéo qui date de 10 ans, on va voir si vous vous en souvenez. Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, nous allons parler de pardon. Le pardon que j'ai appelé le pardon thérapeutique, c'est depuis que j'accompagne des personnes dans toutes les phases de leur vie, c'est certainement le seul outil, véritablement la seule démarche que j'ai inventée, que j'ai mise au point, véritablement. J'en utilise beaucoup qui existent, mais celle-là, c'est véritablement la seule que j'ai, dont je peux revendiquer la paternité. J'ai appelé ça le pardon thérapeutique. Alors, la démarche en elle-même, elle est très simple. Il s'agit d'une formule, en fait, des phrases qu'il faut écrire et dire. C'est le côté pratique, le côté comment des choses. Mais avant tout, il faut surtout voir le sens qu'on donne à cette démarche, à cette pratique. Bien sûr, on enlève tous les aspects moraux, tous les aspects confessionnels éventuellement qu'il peut y avoir. Ça va bien au-delà de ça, même si je respecte parfaitement. Maintenant, il se trouve que bien des fois, on arrive dans une situation où, dans la communication, dans la relation humaine, entre parents-enfants, entre hommes et femmes, entre collègues, entre supérieurs et subalternes, entre voisins, entre tout ce que vous voulez, la situation se trouve dans une situation tellement bloquée qu'en réalité, il n'y a pas d'autre option qu'une démarche de pardon. 10 ans après, vous adhérez toujours? Vous retrouvez... Mais bien sûr. Figurez-vous qu'il y a encore quelques jours, j'ai échangé avec une internaute en Martinique autour justement de cette question de l'accompagnement des traumas sexuels et bien des gens, et je peux comprendre ça, me disent mais Monsieur Cournal, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Le problème, c'est que on ne pardonne pas à quelqu'un parce qu'il mérite notre pardon, on pardonne à quelqu'un parce que nous méritons la paix. Et biologiquement, il y a des conséquences. C'est pour ça que j'ai appelé ça le pardon thérapeutique, et c'est pour ça que j'ai gardé le terme pardon.
en fait. Alors, vous l'avez dit, vous êtes principalement coach formateur aujourd'hui, mais on va voir que les thématiques que vous abordez, y compris lors de vos conférences, sont extrêmement variées. J'ai fait une recherche Google et j'ai juste fait une capture d'écran d'une petite partie en fait de cette page Google, et on voit là en fait tous les sujets que vous abordez. Alors c'est assez impressionnant. Est-ce que parce que les neurosciences, le cerveau finalement mène à tout, et que vous abordez tout ce qui concerne nos émotions? Oui, absolument. Je me suis spécialisé à un moment dans l'accompagnement des relations toxiques. D'ailleurs, Donc vous avez forcément abordé la question du pervers narcissique. Absolument. Et c'est à partir d'ailleurs de ce moment-là que ma chaîne YouTube, en tout cas, a connu une exponentielle. Ouais. J'ai accompagné des personnes, j'ai formé en tout cas l'accompagnement des personnes en burn-out, parce que j'ai moi-même quitté en fait le Pôle emploi sur burn-out. Et puis plus récemment, l'aspect effectivement trauma sexuel et l'aspect entrepreneuriat. Trauma sexuel parce que effectivement, je me suis rendu compte que déjà la formation n'existe pas. C'est assez curieux. Alors on reparle dans un instant du trauma sexuel. On regarde juste une dernière vidéo pour cette partie-là où vous parlez justement des traumas. Nos relations aux autres, nos domaines de vie sont totalement impactés par nos traumas passés. Alors nos traumas, quand on dit trauma, on pense souvent violence, on pense souvent à agression, mais en réalité, un trauma n'a rien à voir avec l'événement ni même l'expérience. Le trauma, c'est simplement la répression de la charge émotionnelle que l'on a ressentie au moment d'un événement. Donc l'événement peut être complètement anodin, je ressens une charge émotionnelle désagréable, je n'extériorise pas cette charge émotionnelle, je me fais un trauma qui va impacter mes relations professionnelles, familiales, amoureuses. Et c'est là où effectivement c'est important d'aller chercher dans la viande. Ouais, c'est un trauma conscient ou inconscient. Conscient ou inconscient. L'essentiel de nos traumas sont inconscients. En vrai. Et c'est là toute la difficulté. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, grâce justement au progrès de la science, grâce au progrès de ces 20 dernières années en neurosciences, on a des outils extraordinaires pour se défaire très vite d'un trauma. Par contre, il a fallu trouver un outil pour trouver rapidement le trauma, ce que j'appelle le trauma racine, le trauma qui concerne précisément la problématique. Voilà, donc vous avez cherché à définir le trauma, parce que le trauma, en fait, alors quand on entend par trauma, on pense traumatisme, donc il y a un lien forcément, mais quand vous parlez, alors on va voir par exemple que vous intervenez beaucoup pour accompagner les victimes de traumas sexuels, on n'est pas forcément dans une agression sexuelle. Absolument. D'ailleurs, l'essentiel des traumas ne sont pas violents, en fait, puisque le trauma va se définir par la répression de la charge émotionnelle. Lorsque on vit une expérience quelle qu'elle soit, on ressent une émotion. Et ça peut être effectivement en lien avec la sexualité sans qu'il n'y ait pour autant violence. Le trauma va se définir lorsque cette émotion qui est censée être extériorisée ne l'est pas, pour X raisons. Généralement, elle ne l'est pas à cause des conditionnements socio-éducatifs et culturels, mais c'est précisément ça l'idée même du trauma. Et c'est extrêmement important. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il existe finalement si peu ou pas du tout, à part la mienne, je ne connais pas les autres, formation dans l'accompagnement des traumas sexuels, parce que la définition même du trauma, en réalité, n'est pas biologique pour la plupart des gens. Si on ignore comment fonctionne un système nerveux, si on ignore comment le corps, lui, en fait, établit la mémoire traumatique, bon, on peut pas sortir d'un endroit où on n'est pas entré. Il y a une telle demande que vous avez créé un concept autour de l'accompagnement des victimes de traumas sexuels. Dans un premier temps, ce concept donc s'appelle AVTS, c'est l'acronyme Accompagner les victimes de traumas sexuels. Ce concept est né pendant une formation que je faisais pour une centaine de médecins de l'ISOM, la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Et il s'est avéré que les demandes, parmi ces médecins, il y avait des gynécos, des sexos, des uros. Et il s'est avéré que la présence même de traumas sexuels pouvait porter préjudice au tableau thérapeutique. Quelle que soit la raison pour laquelle quelqu'un pouvait consulter, s'il y a trauma sexuel, la présence en tout cas des traumatismes afférents peut très largement freiner et même complètement annihiler un tableau thérapeutique. Alors on va voir que vous intervenez dans des contextes complètement différents. On va retrouver par exemple ici un événement qui s'appelle l'événement Maverick. Oui. Où vous êtes de très nombreux coachs et autres types de conférenciers. Oui. Expliquez-nous. C'était en fait
un événement organisé par Cyril Darmon, qui a créé donc la plateforme Coach Online, et qui était, alors on voit le prestige de Thierry Wathelet, qui est conseiller, qui est également formateur, en fait, il est MC, mais certainement The MC en France, formateur de conférenciers. Et l'idée, c'est que justement, ce que Cyril a voulu faire, c'est donner un accès beaucoup plus large en fait à des conférenciers. Le métier de conférencier est très particulier. Il est très connu dans certains milieux, mais finalement le grand public ne voit pas forcément à quoi peut servir un conférencier et comment est-ce que ça peut être un métier. Alors que c'est un métier à part entière, il y a des personnes qui ne sont que des conférenciers parmi tous les collègues qu'on a là. Et l'idée, c'est que l'avantage, c'est que le conférencier, il va justement diffuser des idées qu'on ne va pas forcément voir ailleurs. Alors vous avez acquis, on le voit, une notoriété internationale, on peut le dire, en quelques années. On va vous retrouver là, alors c'était lors d'un événement à Tunis, puisque vous avez des liens avec la Tunisie. Absolument, absolument. J'ai découvert la Tunisie après l'Institut des neurosciences où une collègue m'a demandé de venir faire justement des ateliers sur les relations toxiques. Alors c'est curieux, mais la première réaction que j'ai eue, c'était de dire non. C'était juste après les attentats de Paris, et voilà, enfin, j'avais été peut-être un peu matrixé par les infos, Daesh, enfin la Tunisie c'est la plaque tournante, enfin, etc. Ce qui s'est avéré être faux. Et effectivement, le docteur Aïda Rebahi et le docteur Ilyes Barkli, en fait, m'ont demandé de co-animer avec eux ces journées thérapeutiques internationales où on a rassemblé, en fait, des professionnels de l'accompagnement. D'ailleurs, beaucoup de médecins, parce que figurez-vous que c'est parti d'un constat qu'a fait le docteur Aïda Rebahi sur l'espérance de vie des médecins. Alors, on ne le sait pas forcément, mais dans certains pays, l'espérance de vie de médecins est de 58 ans. C'est très peu. C'est très faible. C'est très, très faible. Et donc, du coup, on s'est dit, mais qui s'occupe des personnes qui s'occupent des autres ? En vrai. Et ça a été ça la réflexion, et on a mis ça au point sur 3 jours à Tunis, et c'était vraiment presque une semaine d'ailleurs, à Tunis, et franchement c'est un événement qu'on envisage effectivement de renouveler. On va parler tout à l'heure de votre communication, de votre stratégie de communication qui est excellente de mon point de vue, avec un petit côté racoleur, mais ça fait partie de la communication. Par exemple, on va retrouver là le titre d'une formation que vous avez, d'un live que vous avez fait vers la fin de la souffrance. Oui. Où vous parlez, je crois que c'est le burn-out. Non, c'est pas le burn-out, hein, c'était autre chose en l'occurrence là. J'ai dû en parler aussi. Oui. C'est important en fait parce que c'est l'accroche en fait. C'est comme ça que vous accrochez vos futurs clients. Alors en marketing, on parle de hook, de crochet, effectivement. Mais cependant, le sujet est intéressant parce que malgré tout, je n'utilise pas un hook rien que pour un hook. Parce que là, c'est très prometteur. Mais à la fin de la souffrance. Et pourtant, c'est totalement vrai. Parce que la souffrance, effectivement, est optionnelle. C'est vrai que la spiritualité bouddhiste le pose comme ça, mais la science aussi le pose également comme ça. La douleur est inévitable, mais la souffrance l'est. Elle est évitable. Vous intervenez aussi auprès des entreprises et dans le domaine économique. On va voir par exemple là une formation, le choix excellence versus performance. Absolument. Alors ça j'ai adoré parce que après 17 ans de recrutement, on a peut-être quelques petites notions. Et il était question en fait avec la collègue de parler du recrutement et de l'épanouissement au travail. L'excellence effectivement en vrai s'oppose à la performance. Parce que du point de vue biologique, la performance, c'est le fruit du plus gros effort, là où l'excellence, c'est le fruit du moindre effort. Maintenant, on est excellent lorsqu'on est justement dans sa zone de génie. Encore faut-il la connaître. On a tous et chacun un mode opératoire qui est identitaire et qui est itératif. Et lorsqu'on identifie ce mode opératoire et qu'on aligne finalement son projet professionnel sur sa personne, sur son projet de vie, là, effectivement, on arrive dans une zone d'excellence qui nous fait vivre l'expérience du travail de façon très différente. Vous intervenez souvent en mode binôme, comme on le voit là. Oui. Vous avez aussi... on va le voir, vous faites aussi des podcasts avec des partenaires. Oui. On va voir cette capture d'écran d'un article de Marie-Claire. Oui. C'est justement là où vous parlez vous traitez du burn-out. Oui. Vous avez eu beaucoup d'articles de presse, y compris au niveau international. Mais là, le burn-out, visiblement, effectivement, c'est un sujet qui, de toute façon, est très actuel. Oui, très clairement. Et puis, qui me concerne particulièrement, puisque, effectivement, là, vous savez, la dernière fois que je suis allé au bureau, travailler au Pôle emploi, je suis ressorti sur une civière. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être des choses à faire pour éviter ça.
Et l'idée, c'est que le burn-out, la particularité, et grâce aux neurosciences, on le voit, c'est qu'un problème ne se pose pas à l'endroit où il se manifeste, il ne se manifeste pas à l'endroit où il se pose. Et l'idée, justement, où les personnes sont en burn-out, précisément parce qu'elles sont dans une démarche de performance, la performance répétée produit de l'épuisement. De toute évidence. Là où l'excellence répétée produit de la virtuosité. D'où l'intérêt, justement, pour éviter le burn-out. Et pour en sortir vraiment, hein, parce qu'en vrai, on voit des gens qui font des burn-out à répétition, des rechutes sur rechutes à peu près tous les 18 mois, parce qu'en réalité, le problème n'est pas traité à la source, c'est-à-dire le burn-out, c'est l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Et tant qu'on n'a pas réfléchi sur qui je suis et qu'on n'a pas aligné ce que je dois faire sur qui je suis, on est en proie à l'épuisement. Alors vous travaillez beaucoup sur l'originalité de vos concepts et sur, je parlais justement de duo. Vous avez fait un podcast par exemple avec Bertrand Piccard, qui est un grand aventurier, on peut presque dire de l'extrême. Hein. Oui, absolument. Alors c'est marrant parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo justement à l'époque des vidéos que vous avez montrées tout à l'heure, qui s'appelait « Écrire le scénario de sa vie ». Et j'ai été contacté par Noël Bréham sur France Inter et pour intervenir sur ce sujet, au moment où justement Bertrand Piccard terminait son tour du monde en avion solaire. Tout à fait. Et c'était une rencontre assez épique. Et je crois que cette notion déjà, écrire le scénario de sa vie, je crois que Bertrand Piccard, le petit-fils du professeur Tournesol, en fait, il faut le savoir, c'est vraiment quelqu'un qui matérialise par sa vie cette volonté de « je vis la vie que je veux vivre, j'écris moi-même le scénario de ma vie, je prends ma plume et j'écris mon scénario de vie ». Ça veut dire clairement qu'on devient on peut devenir ce qu'on veut devenir. J'ai presque envie de dire qu'on doit devenir qui on est. D'ailleurs, en créole, on appelle ça être un marron. En vrai. Oui, parce que le marron fondamental, c'est un petit peu c'est votre signature, on va dire. Absolument. Hein. Alors bien évidemment. Référence à Césaire et au nègre fondamental. Complètement. Je me suis permis le mash-up, comme disent les jeunes. Oui, par rapport effectivement au nègre fondamental. Oui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment être le marron fondamental. Il y a eu aussi plus récemment, alors ça, là c'était 2016 avec Bertrand Piccard. Plus récemment, il y a eu ce produit que vous avez conçu avec Pascal Légitimus, bien connu parmi les inconnus. Parmi les inconnus, rencontrer l'inconnu que nous sommes. Et c'est vrai qu'avec Pascal, en fait, il était question. Le gros avantage en fait de l'humour, c'est que l'humour est accessible. Mais en réalité, l'humour est une j'ai presque envie de dire une arme pédagogique. Je pense que c'est certainement la plus impactante et la plus efficace. Parce que quand on arrive à rire de certaines choses, en fait, on y a accès. D'ailleurs, quand on voit la chose au niveau du fonctionnement du cerveau, le rire, l'humour est vraiment un hack. C'est vraiment une façon de hacker son cerveau et de parler de sujets. On a parlé de sujets extrêmement graves avec le génie humoristique de Pascal. Même moi, pendant l'émission, pendant le projet, je me suis dit, waouh, j'aurais pas vu ça comme ça, mais c'est vraiment extrêmement intéressant et important finalement de mettre de l'humour sur des sujets qui sont difficiles et sur des propos qui peuvent être un peu hermétiques. J'avoue que des fois, moi-même, je véhicule des messages qui peuvent être un peu difficiles à entendre. D'autant qu'on était en train de sortir du Covid et qu'on avait besoin de cet humour. On avait complètement besoin de décompresser. Oui, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, il a eu une idée, j'avoue, j'ai pas encore répondu légitimement, mais Légitimus. Mais l'idée, c'est que on est même parti dans un délire où on pourrait faire une version carrément limite spectacle, conférence humour, conférence spectacle, enfin des trucs impressionnants. C'est un vrai artiste. Si je vous dis zèbre. HPI, mon Dieu. Reconnaître et manager un zèbre. C'est quoi un zèbre dans le langage des neurosciences? Je ne sais pas si ce sont les neurosciences d'ailleurs. Mais Ma mère aurait dit c'est un fait de chier. Parce qu'un zèbre, en fait, c'est un neuroatypique. C'est quelqu'un qui voit les choses différemment, qui vit les choses de façon complètement différemment. En vrai, un zèbre, c'est un marron. Un zèbre, c'est quelqu'un qui interprète, qui s'autorise à interpréter les choses comme il l'entend, en vrai. Et cette conférence qui avait été donnée à l'ESSEC dans le cadre
du campus de l'innovation managériale, en fait, a eu énormément d'écho et a d'ailleurs beaucoup bougé chez les managers, parce qu'on a tendance effectivement à voir un zèbre comme je vous dis, hein, et beaucoup de gens sont d'accord avec ma mère, un emmerdeur. Alors qu'en réalité, c'est une ressource. C'est facile de dire, ouais, les jeunes n'ont plus de valeur, machin, ils font n'importe quoi. Mais lorsqu'on comprend le fonctionnement d'un neuroatypique, on a en fait, dans son entreprise, une valeur sûre. Par contre, il faut complètement abandonner cette notion de docilité qu'on demande à un subalterne. Là, il faut oublier ça. Vous êtes un neuroatypique alors, parce qu'on va voir que vous avez une petite rubrique qui s'appelle Parole de zèbre sur votre site internet. Et on a comme ça des citations en fait. Alors parfois ce sont des citations de vous. Parfois, elles viennent d'autres. Alors, lorsqu'on est soumis, on ne consent pas. Lorsqu'on est consentant, on ne se soumet pas. Absolument. C'est le cœur même de mon message autour de l'accompagnement des victimes de traumas sexuels. Et c'est fou comme c'est difficile à comprendre pour beaucoup. Et je crois que j'aurais beaucoup aimé former du personnel de justice et de police à la notion de consentement et de soumission, parce que la soumission est une réponse de stress, biologiquement, et le consentement ne l'est pas. Cette autre petite phrase qui, moi, m'a rappelé un petit peu le contexte du dîner de cons. N'engage pas de débat lors d'un dîner. On va car celui qui n'a pas faim aura le dernier mot. Richard Waterly. Absolument. Parce qu'effectivement, je crois que le débat... Alors, je me suis beaucoup formé en rhétorique auprès de Victor Ferry, et je comprends pourquoi il n'aime pas, en fait, le débat. Je comprends pourquoi. Parce que souvent, les personnes qui débattent veulent simplement avoir raison. Et c'est vrai que dans un dîner... Celui qui n'a pas faim aura le dernier mot, tout simplement parce que il voudra avoir le dernier mot, alors qu'en réalité, un débat est censé enrichir. Mais qui dans un débat, alors on va même pas parler des politiques, mais qui dans un débat a envie de se dire, je débat avec toi, tu penses différemment de moi, et on va s'enrichir l'un l'autre. On va parler de votre communication maintenant. Oui. Et de vos engagements également, c'est la rubrique politique. Oui, on va commencer par parler de cette stratégie de communication que vous avez mise en place. On voit qu'elle est très très bien huilée. Vous êtes partout en fait. Vous avez un site internet. On va voir la homepage, la page d'accueil de votre site, romeocournal.com. Sa prospérité est la sagesse du thérapeute. C'est une phrase de moi, ça, oui. Ça, oui. Absolument. Un thérapeute est censé justement accompagner ses clients vers l'émancipation. La prospérité est un gage d'émancipation. Les personnes qui sont prospères sont émancipées, surtout les thérapeutes, parce qu'on a fait justement de la prospérité, de l'argent, de la démarche entrepreneuriale un peu un démon. Hein. C'est comme un trigger, mon Dieu, pas l'argent, mon Dieu, c'est sale, surtout pas. Et lorsqu'on arrive justement à s'émanciper des dictats socio-éducatifs et culturels sur l'argent particulièrement, c'est qu'on a effectivement de quoi accompagner quelqu'un à s'émanciper. Donc le site est très riche, hein, on peut le voir à travers les rubriques qui sont affichées ici. Vous faites aussi très attention à votre image. On va voir là deux portraits, le portrait du penseur d'abord. Photo de Cyril Darmon d'ailleurs, de l'événement Maverick, justement. J'aime beaucoup cette pose, même si je l'ai un peu pris aussi à l'un de mes formateurs, Greg Braden. Parce qu'en réalité, il s'agit vraiment de ça, de penser, de réfléchir, en prenant le temps de nous poser et de réfléchir. Une autre photo, là aussi très soignée, hein, tout est dans le regard. Toujours de Cyril Darmon, qui est la photo préférée de Thierry Watley d'ailleurs. Parce que, alors figurez-vous que cette photo, je l'ai faite suite à une formation avec un collègue qui est spécialisé lui aussi en neurosciences et qui disait qu'en réalité, dans une photo, et en tout cas cette photo l'a confirmé, une photo est très vendeuse lorsqu'on sourit peu. Et effectivement, c'est une photo qui est très vendeuse. On voit aussi le code couleur. Vous êtes souvent habillé comme ça, hein, avec la veste grise ou noire et un t-shirt blanc. Et le t-shirt à col V. Oui, très souvent. C'est une forme de marque quelque part. C'est complètement. Ça fait partie de mon personal branding que j'ai du mal à garder en Martinique pour des raisons climatiques, on dirait. Mais effectivement, oui, c'est complètement dans le personal branding. Donc, je le disais, vous avez des comptes partout sur tous les réseaux, hein, quasiment. C'est même pas la peine de les nommer. Il suffit de taper Roméo Cournal
et coach intuitif, souvent d'ailleurs. Oui. On vous trouve sur tous les réseaux. Vous êtes aussi très bien organisé au niveau de vos événements et de la promotion des événements. Vous êtes en partenariat avec suneva.ca au Canada. Absolument. Qui est c'est quoi? C'est une espèce de centrale événementielle? Oui, c'est un organisateur d'événements au service de l'éveil, comme ils le disent. Des événements qui sont en ligne, d'où par exemple avec Pascal Légitimus. Des événements qui sont également en présentiel. L'idée, c'est justement d'organiser des événements où des personnes peuvent réfléchir et avoir des points de vue qui ne sont pas mainstream, mais qui sont pour autant riches et surtout enrichissants. Alors, une petite pause dans cet inventaire de votre démarche de communication et de vos engagements. Vous vivez à Dubaï. On va retrouver une photo de cet émirat très riche. C'est pas loin de chez moi, ça. Qui a été et qui est encore considéré comme un paradis fiscal. Pourquoi le choix de Dubaï, même si je crois que maintenant vous allez payer des impôts? Enfin, en tout cas, il y aura des déclarations à faire. Oui, absolument. En fait, ce n'est pas du tout pour des raisons fiscales. C'est par un coup de cœur. En fait, l'année dernière, des amis m'invitent à fêter mon anniversaire là-bas. Et j'arrive sur le territoire et je me dis, mais waouh, mais ok, je reste. Ouais. Je fais très souvent comme ça. J'habitais aux Anses d'Arlay, enfin, je viens des Anses d'Arlay. Et j'ai habité au Morne Rouge comme ça, parce que j'ai découvert, un jour je suis arrivé et puis je dis, ok, je reste. J'ai quitté Paris pour Nice, parce qu'un jour je suis allé à Nice et dit, ok, je reste. Tunis, pareil. Et les Émirats, pareil. Alors, pourtant, c'est très artificiel. Tout est inventé. Je ne trouve pas. Rien n'y est naturel, hormis le désert. Mais je ne trouve pas, en fait, en vrai. Alors, on voit devant, effectivement, le Dubaï ancien, on va dire. Oui. On l'aperçoit devant. Mais l'idée, c'est que ce que j'aime beaucoup, en fait, à Dubaï, c'est que 80% de la population est étrangère. Donc, personne n'est chez lui. Et donc, tout le monde est chez lui. Ce multiculturalisme, je viens du marketing transculturel, j'ai enseigné le marketing transculturel. Vivre avec 40 nationalités autour de moi, je trouve ça... Et vivre en paix. Ouais. Surtout, la paix, c'est un objectif gouvernemental très fort là-bas. C'est juste extraordinaire. Ouais. Et en réalité, c'est pas tant pour l'aspect fiscal, mais c'est surtout pour l'aspect facilité administrative. Lorsqu'on est infopreneur, qu'on fait du e-commerce, toutes les personnes qui sont dans des zones concernées s'arrachent les cheveux avec la TVA. Là, j'ai pas à m'arracher les cheveux parce qu'il n'y en a pas. On revient à vos engagements. On va voir d'abord une dernière vidéo sur la supervision, la supervision des coachs. On regarde. Oui, fondamental. Et puis, il y a une autre chose. Toutes les personnes qui s'inscrivent à la supervision reçoivent en cadeau le séminaire Intelligence financière, comprendre et atteindre la liberté financière. C'est un séminaire que j'ai donné à Fort-de-France qui est encore très d'actualité, qui est extrêmement important pour les thérapeutes parce qu'ils ont tendance à oublier qu'ils sont eux aussi des entrepreneurs. Et il y a effectivement une personnalité, une posture à avoir, une posture entrepreneuriale à avoir, en plus de la posture thérapeutique. Et ça s'accompagne dans le cadre de l'intelligence financière. Le coaching de formateurs inclut cette partie supervision. Vous supervisez en fait de jeunes coachs, de nouveaux coachs. Et même des vieux de la vieille. La supervision, à mon sens, devrait être obligatoire, comme ça l'est dans certains pays. Moi-même, depuis le tout début, même avant que ce soit mon activité principale, je m'interdisais d'accompagner des personnes si je n'étais pas moi-même supervisé. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 superviseurs. La supervision est absolument indispensable parce que le rapport humain que l'on a lorsqu'on accompagne une personne est forcément impactant sur notre vie personnelle et nous renvoie aussi des choses qui sont au plus profond de nous. Et vous parlez beaucoup, on l'a vu à travers cette vidéo, d'indépendance financière. C'est aussi ce que vous avez dit, on va le voir, aux entrepreneurs antillais. Vous avez fait assuré une formation entrepreneur antillais libre. Oui, absolument. D'ailleurs, je vous donne un scoop. Avec un petit côté rouge vert noir, on dirait. Hein. Avec un côté, mais vous pensez bien que c'est largement volontaire. Je vous donne le scoop, je refais ça le 22 mai prochain. 22 mai, c'est pas choisi par hasard non plus. Bien évidemment. C'était juste après une conférence sur le discours de Lynch. Oui. En fait, l'idée, c'est que pourquoi il est difficile pour un entrepreneur antillais de prospérer, précisément parce qu'il y a des traces
de l'histoire coloniale dans la personnalité. Carl Gustav Jung, vous l'avez dit tout à l'heure, tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. En Martinique, on appelle ça le pichon. Mais l'idée, c'est qu'il est absolument important d'aller chercher dans l'inconscient et dans l'inconscient collectif. Donc, qui dit inconscient collectif dit égrégore post-colonial. Il est fondamental, en fait, d'investiguer dans ce sens-là pour pouvoir se désentraver son système nerveux d'un certain nombre de choses qui empêchent de prospérer. Puis quand on a une signature qui est le marron fondamental, on utilise aussi le créole, et le créole très imagé. Foutez Adam. Oui. L'atelier qui vous éclaire. Absolument. Ça, c'est un atelier que j'ai donné avec Laurence Salibur en Guadeloupe. Foutez Adam, parce qu'en vrai, je ne voyais pas comment mieux le dire. Ouais. Et même pour des personnes... Le créole, de toute façon, est très imagé, très parlant, c'est le cas de le dire. Très clairement, très clairement. D'ailleurs, vous savez que dans toute la communauté internationale, tout le monde sait ce que c'est la théorie du lastique. Alors, c'est pas la théorie de l'élastique, c'est la théorie du lastique. Et d'ailleurs, la boîte également s'appelle marronnage, et même à des personnes qui sont dans tous les pays du monde, j'explique ce qu'est un marron. C'est qui ça en aigle marron, et c'est qui ça foutait à Adam. Et en réalité, c'est curieux, mais ça passe très bien. Ça passe très bien. On termine avec un événement récent que vous avez animé au début de votre séjour en Martinique, entreprendre l'autre solution contre la vie chère. Absolument. Là aussi, c'est une capacité, celle de rebondir sur l'actualité. Complètement. On a parlé d'antifragilité tout à l'heure. L'idée, c'est que si on ne se sert pas d'une situation pour grandir, on s'en sert pour en souffrir. Je suis complètement aux côtés et au soutien des personnes qui mènent ce combat, mais je dis que ce combat n'est pas suffisant, et si on n'a que ce versant de la chose, il est même contre-productif. Pour lutter contre la vie chère, il faut baisser les prix, mais il faut également augmenter les revenus. L'idée, c'est que augmenter les revenus est dans une démarche d'émancipation, on est d'accord. Augmenter les revenus... Être son propre patron, pour utiliser un terme souvent décrié. Complètement. Augmenter les revenus dans une démarche émancipatrice, c'est être entrepreneur. Je ne connais pas d'autre façon de le faire. Maintenant, être entrepreneur, c'est avoir une personnalité. Donc, c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Ça, c'est les neurosciences qui nous enseignent. Donc, pour changer sa réalité personnelle financière, il faut changer sa personnalité financière. Vous êtes très souvent aux Antilles, particulièrement en Martinique. Est-ce que les Martiniquais, les Antillais adhèrent à ce que vous leur proposez? De plus en plus. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, le sujet avait du mal à passer. Mais d'ailleurs, après les événements qu'il y a eu en septembre, je crois que des personnes se sont bien rendues compte. Il y a effectivement, il faut qu'on se prenne en main, quoi. On arrive à la fin de l'émission, Roméo Cournal. On n'a pas vu passer le temps. C'est vrai. Est-ce que vous êtes un gourou? Surtout pas. Je pense même qu'on peut dire que je suis un anti-gourou, parce que précisément, il faut qu'on arrête avec cette notion d'homme providentiel. Il faut qu'on arrête avec ce fonctionnement qui est un fonctionnement colonial. Il faut qu'on arrête avec cette question d'homme providentiel. L'homme providentiel, pour chacun, c'est soi-même. Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our mind, disait Bob Marley dans Redemption Song. Vous avez plein de projets, on le sait, vous revenez en Martinique en début d'année, au mois de mai. Et puis on fait un petit coucou à votre fille, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que c'est vrai. On a préparé cette émission rapidement, vous n'avez pas eu le temps de nous envoyer une photo, mais on lui fait un petit coucou. On lui fait un coucou à ma fille Wendy. Et à mon fils Eliakim. Vous avez aussi un fils. Oui, avec qui effectivement je vais passer les fêtes dans l'île Sœur, dans l'archipel Sœur. Merci beaucoup Roméo Cournal. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de votre activité, mais elle est tellement vaste qu'il aurait fallu beaucoup plus que 52 minutes. Merci beaucoup. Je reviens quand vous voulez. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, chers Itata. On vous souhaite un excellent début d'année. À très bientôt.